Donc évidemment, le début de saison 2008 est une horreur. Hein. C'est une horreur. La Renault est même pire que la saison précédente parce que je crois qu'ils finissent 4e du championnat en 2007, troisième après l'exclusion des McLaren, parce qu'il y avait Ferrari et BMW juste devant eux. Il y avait eu un seul podium de Heikki Kovalainen lors du chaotique Grand Prix du Japon, justement. J'ai été chercher la casquette, comme ça dit dans le chat, même si c'est pas totalement vrai, mais j'ai été chercher la casquette ING avec les deux noms, voilà, 5 et 6. Un Nelson Piquet qui arrive, qui est totalement à la ramasse. Alonso qui fait du miracle. Bon, l'Australie, Grand Prix chaotique, qui fait 4e. 8e en Malaisie, 10e à Bahreïn, abandon en Espagne alors qu'il fait la première ligne, hein, si je dis pas de bêtises. Il se qualifie 2e, ouais. 6e en Turquie, 10e à Monaco, abandon au Canada. Oui, parce que il est 3e à ce moment-là, derrière les 2 BMW, et en fait, tu sens en fait qu'il est en train de surpiloter, parce que il veut les avoir. Il veut les avoir et il arrive tant bien que mal à suivre Heidfeld, parce que c'est Heidfeld qui est devant lui à ce moment-là. Tu sens clairement que là, il est vraiment au bout de ce qu'il peut faire, et quand tu surpilotes, au bout d'un moment, tu finis par le payer, et il part dans le rail, et c'est un podium qui s'envole pour Renault. Et j'ai l'impression c'est souvent au Canada qu'il y a ces erreurs 2005, 2007, 2008. C'est pas un circuit qui lui a très souvent réussi. Hein. À la mi-saison, c'est Piquet qui fait le podium. Putain. C'est ce qui donne le déclic, parce qu'on fait une safety car. Ça peut vachement aider quand même. Quand on s'est arrêté juste avant. Ouais, c'est le seul moment fort de la saison jusque-là, peut-être. Hein. Singapour, Alonso transcende la voiture tout le week-end. Panne moteur, je crois, ou je sais pas quoi. Ouais, il y a un gros problème sur... Ouais, c'est ça. Le samedi, il part 15e. Il s'arrête au 14e tour, très tôt. Assez inhabituel pour un pilote qui part de loin. Le tour suivant, Nelson Piquet se met dans le mur. Il s'avère que... Oh, l'eusse-tu cru, c'était totalement volontaire. On a demandé... du coup, c'est Flavio Briatore et le fameux Pat Simons qui ont pris Nelson Piquet entre 4 œils, ou 6, je sais pas comment faut compter, et qui lui ont dit mon petit, ça va? Pas bien qualifié aujourd'hui. Non, chef. T'as pas de contrat, toi, l'année prochaine? Non, chef. Ah ouais. Rien à voir. Je me disais, si, mettons, demain, au 15e tour, après qu'Alonso soit arrêté, tu venais à te cracher, tu sais que ça pourrait causer une safety car? Oui. Plus précisément dans le virage numéro 17. Tu sais, celui où il n'y a pas de grue pour évacuer, là? Oui. Et que si ça arrivait, ça se trouve, Alonso, il pourrait même gagner la course. Voilà. Bonne soirée. J'ai pas les dialogues, mais c'est à peu près ça. C'est à peu près ça, oui. Là, le pauvre Nelsinho Piquet, j'aime bien me foutre de sa tronche pour sa carrière, mais là, il était comme as, le gamin. Parce que non seulement on lui dit de faire un truc dangereux, de faire un truc qui est totalement anti-sportif, pour éventuellement sauver sa carrière. Il y a aucune promesse derrière, on lui dit juste, ça serait bien si tu faisais ça. Parce qu'il faut savoir, il y avait une règle qui était très débile à l'époque aussi. En cas de neutralisation, la voie des stands, elle restait fermée jusqu'à ce que le peloton soit regroupé derrière la safety car. Donc ça veut dire qu'en gros, tant que le peloton n'était pas massé derrière la safety car, tu pouvais pas t'arrêter. Sauf que le problème, c'est que si tu avais plus d'essence, t'étais dans la merde. Si t'avais un problème sur la voiture, t'étais pas bien non plus. Et le truc, c'est que dès que plusieurs fois, ça a causé le Canada, quand Hamilton percute Raikkonen parce qu'il y avait le feu rouge, parce que voilà, c'est qu'en fait, quand la voie des stands est dite ouverte, et il y a tout le monde qui fonce dans la voie des stands pour s'arrêter et faire la stratégie de chaque équipe. Sauf que ça crée un bazar pas possible dans la voie des stands, et il s'est passé ce qui s'est passé au Canada, où du coup, en attendant que les voitures puissent sortir, il y avait trop de voitures dans la voie des stands, feu rouge, Raikkonen s'arrête, Rosberg est à ses côtés, et Hamilton, il est surpris, il voit pas le feu, et il rentre derrière Raikkonen. Là, à Singapour, donc Piquet se crash, le train-train habituel avec la pit lane qui est fermée. Dès que c'est ouvert, tout le monde rentre.
parce que tout le monde s'est regroupé derrière la safety car. Et le truc, c'est que le pauvre Massa, qui était en tête de cette course, il repart avec le tuyau de ravitaillement de la Ferrari. C'est pour ça qu'il y a eu, ça a été un gros bazar et que cette règle a fini par être quand même abandonnée. Et on s'est retrouvé, du coup, avec un Lando en très bonne position pour aller win, quoi. Et je crois qu'une des raisons qui fait que Alonso était pas trop au courant aussi, c'est qu'il y avait une clause contractuelle qui faisait que s'il y avait pas de victoire pour Renault, pour Alonso de la saison, Alonso pouvait se barrer, casser son contrat. Oui. Alors il a toujours un peu démenti l'existence de cette clause, mais de manière assez molle, parce qu'à un moment, on en parle dans le bouquin, il dit mon contrat, le terme exact, c'est mon contrat est flexible. Donc c'est un démenti un peu mou. Ouais, il est en caoutchouc ton contrat, c'est tout. Voilà, allez, c'est bon. Malgré tout, il y a cette victoire. La polémique éclate un an plus tard, même si déjà il y a des petites blagounettes sur des théories du complot. Et 2 semaines plus tard, je sais pas, Fuji, sublime classe Nandoesque. Alors faut souligner à Fuji, Piquet il fait P4. Oui. Donc la Renault marchait bien ce week-end-là, mais derrière lui, il y a Massa et Hamilton qui sont entrefoutus dehors et qui ont chacun pris des pénalités, je crois. Kovalainen qui a pris cher au départ. Du coup, il restait juste une Ferrari, celle de Raikkonen, et Kubica qui était toujours là pour prendre le meilleur de chaque opportunité, et Alonso qui a fait une course à la Nando. Et il a dicté la stratégie de son équipe à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il disait avec l'usure des pneus, l'essence qu'on a, je peux tenir un peu plus, on s'arrête à tel tour, on fait ci, on fait ça. Et en fait, c'est lui qui a complètement drivé Renault pour aller... c'est lui, en fait, qui servait d'ingénieur, de pilote, il a tout fait. Ce week-end-là, c'est vraiment, comme tu dis, une victoire Nandoesque, quoi. Et puis après, je pense au Brésil où il finit deuxième de mémoire. Oui. On a plus tendance à penser au final qui donne le titre à Hamilton, mais Alonso est deuxième. Parce que Alonso, faut savoir que la fin de saison 2008, il marque plus de points que tout le monde. Sur les 5 derniers Grands Prix, c'est lui, si on faisait un mini championnat sur les 5 derniers Grands Prix, c'est lui qui serait champion du monde. Hein. Et à un moment, il y a le départ du Grand Prix du Brésil, Coulthard s'accroche avec je ne sais plus qui. Je me demande si c'est pas Nakajima. Ah non, Nakajima, voilà. Attends, le pauvre Piquet, je veux le mettre de partout, le pauvre. Il va prendre ici aucun problème. Et à ce moment-là, et là, ça c'est derrière. Ça c'est derrière, donc ça n'a rien à voir avec Piquet, il s'est sorti tout seul. Alonso, mais il fait un dépassement à l'extérieur sur Kovalainen. Quel dommage. En tout cas, attention, avec Sébastien Vettel, vainqueur d'un Grand Prix en Italie, qui résiste à Kovalainen et Alonso qui en profite, qui prend l'extérieur et qui insiste. Et Alonso qui est passé devant. Sur cette fin de saison 2008, le meilleur, c'est ni Hamilton, c'est ni Massa, c'est ni Kubica, c'est ni Raikkonen, c'est Fernando Alonso. Vraiment, et à tel point qu'en Italie, bizarrement, c'est en Italie qu'on le dit parce qu'on aimerait bien que Fernando Alonso soit chez Ferrari. Alors, je crois que c'est le Corriere dello Sport qui est quand même une vraie institution en Italie en termes de journalisme sportif qui le nomme pilote de l'année. Et le Corriere dit dans son papier, si Alonso avait piloté chez Ferrari en 2008, Ferrari aurait été championne du monde en 2008. Donc c'est vas-y qu'on te drague pour que tu viennes chez nous dès que tu peux, quoi. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il y a beaucoup de monde chez Renault à l'époque qui a dit si ça avait été un autre pilote que Alonso dans la voiture, on n'aurait jamais gagné de titre. Je regardais la fin de saison, quatrième, premier, quatrième, deuxième. Petit point d'honneur pour Spa-Francorchamps, je l'ai oublié, parce que si tu te rappelles du dernier tour chaotique, sous la pluie, il fait partie de ceux avec Heidfeld qui gagne le plus. Et voilà. 2009, en revanche, on balaye, je pense. Il y a la Hongrie. Il fait des perfs, genre en Malaisie, il fait un départ stratosphérique pour se retrouver troisième avec une voiture qui a genre 20 kilos d'essence en plus. Je crois qu'il se qualifie troisième en Chine de mémoire. Il fait la pole en Hongrie et il abandonne encore sur un écrou de roue qui est mal vissé. Enfin voilà, c'est 2009, c'est vraiment l'année à oublier pour. Il fait le podium à Singapour. Bizarrement. L'année d'après, il refait un podium. C'est le plus ironique, ouais. Ce qui est le plus, et il dit, parce que c'est vrai que c'est à ce moment-là où le Crashgate éclate et où Flavio Briatore est banni à vie à ce moment-là de la F1. Il dit, c'est l'un des seuls qui le dit, ce résultat-là, on le doit à Flavio. Ça prouve la fidélité qu'il a
et qu'il n'oublie pas ce que Briatore a apporté à Renault. Il lui doit toute sa carrière en Formule 1. Hein. Enfin, on parlait tout à l'heure de Adrian Campos qui, voilà, a fait beaucoup pour lui avant, mais après, pour le propulser en Formule 1 et le financer, c'est Briatore qui a été là. Hein. Donc oui, enfin, on comprend qu'il y a une relation spéciale entre les deux. Et puis le fait qu'il ait voulu revenir chez Renault, une équipe moins compétitive en 2008 pour se barrer de chez McLaren, ça en dit long aussi sur cette fameuse relation. Hein. Comme tu disais, il allait tailler la buvette avec les ingénieurs et puis l'équipe Renault, ça en dit long, quoi. Par rapport à Briatore, il dit de lui que c'est un peu sa boussole, son point de repère. Et il disait même, c'était juste avant qu'il revienne en Formule 1, là, en 2021, du coup, il disait, alors c'était au Corriere della Sera, il avait donné une longue interview, et il disait, Flavio, pour moi, c'est un ami, un frère, un père. Donc ça veut dire un peu le relationnel toute cette admiration qu'il a pour Flavio.